وقت اللي شفت الفيلم أول مرة الحاجة اللي جاتني البال هو أول فيلم تونسي. C'est là où je me suis rendu compte en fait qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour dans le cinéma tunisien. Et donc c'est le premier film qui raconte une histoire d'amour et de surcroît une histoire d'amour adultère. Et bon, je n'en dirai pas plus. Je disais juste au début que le film a été tourné en 2009, qu'il n'a jamais été montré en Tunisie, et donc c'est la première projection. Ce film, je l'ai fait avant Winou Baba, en fait, juste avant, l'été avant Winou Baba. C'était le démarrage d'une expérience. Après Bochla, je l'ai fait. Juste après Bochla, on a tourné un documentaire que je n'ai pas encore fini de monter. Et ça, c'était vraiment le résultat du travail que j'ai fait avec une petite équipe d'étudiants. Enfin, on était 6, 7. Et on est parti faire ce film qui est un road movie en Tunisie, un road movie entre les différents cabarets des principales villes. Et donc on est parti dans une expérience, c'était vraiment un film expérience où on a dit, l'histoire du film doit se tourner en 15 jours parce que ce que vont vivre les personnages c'est 15 jours. Et donc on a tourné en 15 jours exactement, et on a été avec les acteurs jour et nuit, on dormait avec eux, on se réveillait avec eux. Et chaque ville, étape, on est resté. Et donc, pour moi, c'est ce qui m'a ouvert la possibilité. Après, d'autres choses. C'est vraiment la première expérience de la fiction tournée sur un modèle documentaire. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui ne sont pas les deux acteurs sont des personnes que je n'ai pas payées, que je n'ai pas... on a juste monté un spectacle musical entre les deux personnages et on les a offerts au cabaret et le public qui est dans le cabaret, c'est le public qui vient le soir. Donc on était presque en direct. Alors, voilà. Là c'est beaucoup plus appuyé étant donné qu'on a 3 types d'images complètement différentes avec surtout ces... Et là, c'est très étonnant, l'effet est très étonnant, les images des caméras de surveillance et qui coupent le rythme des fois. On n'entend plus le son. Et du coup, je me dis que ce n'est pas, je reviens à ce que je disais au début, ce n'est pas qu'une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour surveillée. Donc c'est ça l'intérêt, c'est moi raconter une histoire d'amour comme ça, mais c'est l'idée que même l'histoire d'amour à la surveille, même la sexualité qui est de l'ordre de l'intime est surveillée, peut être seulement dans les chambres d'hôtel, il n'y a pas de caméra. Et moi ça m'a frappé quand j'ai tourné dans les festivals, dans les trucs. Quand on a été au JCC, ce qu'on fait l'international, et avec des amis journalistes, on devait monter autrement pour discuter. Et il y avait une caméra dans le couloir. Donc, policier, comme si on allait faire un crime, voilà. Et donc, c'est aussi de ça, quoi. C'est-à-dire, et puis bon, à l'époque, c'était en 2009. Hein. On parlait beaucoup de mettre des caméras dans les rues pour arrêter les... Donc voilà, j'ai eu envie de mélanger. J'ai tourné aussi un documentaire avant avec la caméra de surveillance, que je n'ai pas encore monté. Voilà, je voulais tester cette chose qui... Comme Firholma à Al-Sadil, j'avais utilisé ces images de vision d'en haut, donc là je voulais vraiment aller au bout. Et puis surtout expérimenter, NIL, je ne contrôle pas parce que la caméra de surveillance, je la place un peu partout. Et elle filme, j'ai très peu de contrôle, c'est après que je vois ce qu'elle a filmé, comme une caméra de surveillance. Donc j'ai les cassettes et après je me débrouille à faire le film avec. Et il faut qu'on fait attention pour les placer, mais sinon après... Bon, c'est vrai que peut-être si le film a été montré du temps où on était plus surveillé,
on avait l'impression d'être, ou peut-être que maintenant on a l'impression d'être moins surveillé, c'est pas sûr. Mais peut-être ça aurait plus d'impact, mais voilà. Et il y avait 2 caméras de surveillance, en fait, 2 sortes de caméras. Il y a les caméras noir et blanc qui sont accrochées, il y en a une dans la voiture, qui est une autre caméra de surveillance, mais j'ai gardé la couleur. Au moment où il y a la caméra de surveillance, le spectateur n'entend rien, ne sait pas vraiment ce qui se passe entre les 2 personnages. Alors qu'au moment où il n'y a pas de caméra de surveillance, on voit tout ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas, je voudrais comprendre en fait. Au fait, on n'a pas passé le film en 5.1. Donc il y a un peu un son que vous n'avez pas très bien entendu. Au fait, des fois quand il y a le silence dans la caméra de surveillance, on entend une personne qui surveille la caméra de surveillance, qui tape sur un clavier, ou qui fume une cigarette, ou qui touche. Et donc c'était pour... et j'avais peur, c'est pour ça que je voulais qu'il passe en 5.1, que ça se comprenne pas bien. Mais parce que le film n'est pas... Parce que c'est de ma faute, parce qu'on a une situation un peu complexe pour la finition, donc j'ai pas pu faire un DCP comme il faut. Mais je tenais quand même à le montrer. Ça. Mais donc normalement, derrière la caméra de surveillance, on sent qu'il y a une présence. On sent qu'il y a des personnes derrière cette caméra qui surveillent, qui voient. Ça va. Attendez, je vais le porter. Oui, moi je voulais savoir s'il y avait le scénario qui était tout écrit dès le départ ou si les personnages ont dû improviser aussi par rapport à ce qui se passait autour d'eux. J'ai compris que les autres n'étaient pas des acteurs, donc il y avait parfois, j'imagine, des situations où l'acteur et l'actrice notamment devaient improviser. Donc j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Et tout était extrêmement improvisé, au point où l'acteur Mohamed, il n'est pas venu, mais le tatouage, on a fait un faux tatouage et il s'est avéré qu'il était vrai. Donc il a eu des problèmes après avec sa copine. Et en plage, il ne pouvait plus mettre qu'un t-shirt, il pouvait se baigner sans t-shirt. Il a effacé après le tatouage. Donc tout était improvisé. Quand j'arrivais, par exemple, sur le lieu de tournage, je ne les ai pas vus avant. Et c'était dans le dispositif. L'idée, c'est que j'accompagne ces 2 personnes comme si, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est un endroit pour être ensemble. Donc, évidemment, ils jouent, ils chantent, ils dansent. Mais au fait, le lieu où on rentre, on arrive dans l'hôtel qu'on a trouvé, qui était à nos moyens. Et je rentre, et on choisit la chambre, de nos chambres à nous, la chambre qui va jouer décor. Et j'ai une demi-heure pour regarder, et puis voilà, on commence à tourner. Et donc j'improvise. Et dans le scénario était écrit, il y avait des blancs, il y avait des endroits où je me dis, au moment où on va vivre ça, je voudrais voir comment je peux l'adapter. Et puis j'écrivais chaque fois. Moi je dormais pas, j'ai pas dormi pendant tout ce temps-là. Et aussi les acteurs m'apportaient beaucoup de choses en vivant les choses, en se fatiguant, on dormait presque pas. Donc après on se lâchait un peu plus. Maintenant Emira était beaucoup plus dans le rôle à la fin qu'au début. C'était évident parce que la fatigue, le temps, le roulement, le perte de repères lui a permis de glisser, de lâcher prise et de rentrer dans... Et c'est une expérience qui m'a vraiment, vraiment beaucoup apporté en disant, voilà, peut-être que si je laisse plus d'espace de liberté, c'est beaucoup mieux dans un film que tout cadrer, tout verrouiller, tout ça, parce qu'il y a quand même un imprévu. Et quand les acteurs jouent dans le cabaret, il y a vraiment des personnes du cabaret, à part Agel, il y avait un peu quelques amis qui sont venus. Mais sinon, le reste, on ne les connaît pas, les gens. Et des fois, on a eu vraiment des clients lourds qui voulaient
voilà, qui respectait pas beaucoup l'actrice, le personnage. Voilà. Mais bon, c'était géré, quoi. On arrivait à le gérer. Et c'est marrant parce que... Mais eux savaient qu'ils allaient faire partie d'un film. Ah oui, je peux pas le faire sans qu'ils le sachent. Et évidemment, certains n'ont pas voulu, ils sont restés dans des coins, il y avait toujours un endroit aménagé. Mais sinon, beaucoup... Et ce qui est marrant, même Asfax, le cabaret Asfax, mais alors, tout le monde a voulu participer. Il était tout petit. Et on pensait que tout le monde, et toutes les filles là que vous avez dansé, elles travaillaient dans le... Enfin, c'est des prostituées du cabaret. Elles sont tous venues danser devant la caméra. Le chanteur, il a mis un costume spécial pour le film. Tout le monde, ils sont venus, mais c'était plein à craquer parce qu'ils voulaient apparaître dans le film. Donc, il y a des endroits où c'est pas gênant d'apparaître dans ces espaces-là. Une question. Je voulais savoir, justement, en ce qui concerne l'usage d'un dispositif de surveillance, c'est pas la première fois, mais quand même c'est assez singulier fait le film. Le dispositif se met en route. Zoomé, enfin, ما يخليش من caméra de surveillance presque un point de vue qui se peut omniscient, mais il ne fait aucun effort pour l'être. Mais là, justement, juste, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Mais là, justement, grâce à ces zooms, la caméra de surveillance ou les images que tu en tires, ils voient justement des agents de narration. Alors que les autres films, donc, qu'est-ce que des doublements نتاع مستوى السرد في الفيلم لأنه ثم le dialogue بين الشخصيات وثم justement l'œil du pouvoir probablement madame femme surveillance et surtout d'autant plus accusé que le camarade toi les fonction de voyeurisme. C'est un peu la fonction du zoom mais le caméra ما ثماش voyeurisme. Donc نحب نعرف est-ce que des doublements نتاع مستوى السرد déjà خممت فيه ولا جا هكا en chemin. Oui, bien sûr, خممت فيه, j'ai écrit à partir de ça, sauf que quand je suis arrivé au montage, quand les caméras de surveillance, on ne peut pas zoomer. Non, mais quand je suis arrivé au montage, j'ai trouvé que les caméras de surveillance n'apportaient pas suffisamment cette violence que quand on zoome. Et donc, à partir de là, on l'a fait sur la table de montage. Mais c'était au départ, c'est pour ça que j'ai carrément mis la caméra de surveillance. C'était pour dire qu'il y a une autre histoire qui se raconte, il y a une autre intervention. Et au fait, le zoom, c'est là où j'ai compris, c'est la première fois où je comprends ce que ça voulait dire un zoom dans ce film. C'est parce que la caméra de surveillance qui zoome, en fait, c'est ce qui se voit dans les enquêtes policières, dans les films, on a l'habitude de voir ça. Et donc, moi, jamais j'aurais imaginé que j'utiliserais ça un jour dans mes films. Mais là, j'ai compris qu'est-ce que c'est l'agression du regard qu'on ne connaît pas où il est et qui s'approche de vous sans que vous sachiez, quoi. Et là, c'était vraiment, quand on l'a fait, ça a été évident que il fallait qu'on fasse ça. وبالنسبة زاد وقت في الحماس وقت اللي مشاو عند الحماس مشات تخدم الحماس الا معاه معناتها اللي يخدم معاه غزر الكاميرا هيك نورمالمون نحس هما نحس تري امبورتون الحكايات هذه خاصة نتاع الممثلين حتى عندهم رول صغير معناتها كي يغلطوا غلطة هيك نورمالمون لازم فما سيفيريتي جدية كبيرة معناها في الخدمة حتى يظهر مرة هيك في الفيلم معناها بالنسبة لي رول صغير. وحكايه الرجال كاميرا باغ سا انا نحب الناس تنظر الكاميرا ما يقلقنيش على خاطر انا نخدم معاش مش فيغورا ما خلصتوش العبد هذاك اللي يظهر الكاميرا هو موجود غادي وانا ما قلتلوش اللي انا جاي باش نصوره دونك انا جو سوي اريفي افيك ما كاميرا ديريير لاكتريس
Et on est arrivé chez le marchand, il nous a regardé comme ça, elle a demandé des cigarettes, il lui a rendu, on est parti. Ok. Mais au début, je ne demandais pas. C'est haut, cher, donc ça ne me pose pas de problème. Et au contraire, des fois, moi je trouve que c'est très touchant un figurant qui regarde la caméra. Je ne vois pas pourquoi, fait cinéma, je ne vois pas pourquoi, comme si la caméra n'existait pas. On sait bien que les gens, quand ils regardent la caméra, nous regardent nous, et alors qu'ils nous regardent, c'est quoi le problème? Je ne vois pas pourquoi, ça ne me pose pas de problème. C'est vrai qu'on perd une énergie qui vient là-bas, chaque regard caméra. Donc l'acteur, il y a un regard caméra, ça a un sens. Mais qui est la figurante, le spectateur, il y a un film. Donc, moi ça me gêne pas. Oui, en plus, كان انت في دوكيومنتير وترى الناس تغزر الكاميرا ما قلقكش. دونك انا كيف معناتها هي كي خرجت من الاوتيل ماشي باش تشري دخان وترجع. كاين في دوكيومنتير جو لا سوي دونك elle achète ses cigarettes, elle revient. Je voudrais revenir sur la question de la caméra de surveillance. Bon, on a vu ça dans Tendresse du loup. Mais j'ai l'impression ici que c'est un dispositif inverse. Parce qu'en fait, dans Tendresse du loup, on a cet effet quand il y a quelqu'un qui est à l'intérieur et qui regarde. Ce n'est pas non plus le point de vue de celui qui regarde, mais c'est comme si les images de caméras de surveillance disaient la peur de celui qui est à l'intérieur et qui n'intervient pas pour aider en cas de viol ou en cas de violence. Là, c'est autre chose. Bon, le point commun, c'est cette discordance au niveau du point de vue que ça introduit dans le film. Mais là, c'est plus de l'ordre de l'intrusion, surtout avec ces effets de zoom. Là, c'est vraiment la police, quoi. Ouais. Ben, là, pour moi, il n'y avait pas de doute, c'est la police, là. C'est ceux qui te regardent sans qu'ils aient les droits de te regarder, en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi une histoire d'amour, à te regarder. Si c'était autre chose, je pense que ça aurait un autre sens. Mais là, le fait que je regarde l'intimité d'un couple qui cherche un endroit pour passer un bon temps, c'est pour moi là où ça m'intéresse. C'est que quand la surveillance va au plus intime, quoi, où la surveillance policière n'est plus en train de surveiller ce que je dis ou que je me comporte vis-à-vis du pouvoir, mais même dans ma relation intime par rapport aux autres, il faudrait qu'il rentre là et qu'il puisse avoir son mot à dire. Et ce qui, pour moi, opposé à toute forme de liberté. Enfin, je veux dire, c'est la négation de l'individu et de sa liberté. Et c'est ça, vraiment profondément, ce qui m'a amené à raconter cette histoire. Enfin, surtout à utiliser ces caméras de surveillance. Et en fait, Ghislaine, tu m'as parlé de ce film, je pense en 2009 ou en 2010. Et tu m'avais donc parlé de ce road movie. Et ce qui était incroyable, je me souviens très très bien quand tu as parlé وقت البلاد مسكرة معناتها ديما نرجع ça c'est important. كيف قلت لي l'idée de road movie, j'avais l'impression عرفت que quand on vit dans un système qui est verrouillé, on a envie de découvrir le pays en fait. Et ce sentiment était très très fort. ومعناتها الجملة قعدت لي في مخي et la sensation que j'ai sentie كيف حكيت على البلاد اللي نحن مسكرين فيهم والفضاءات تاع الحريه مسكره فيهم برشا. Et donc c'est un sentiment très très fort qui m'est resté. La remarque الثانيه اللي حبيت نقولها اللي انا j'ai eu l'impression dans ce film, autant il y a une grande sincérité des personnages معناتها moi j'ai senti un grand réel معناتها du rendu des personnages. Autant j'ai eu ce sentiment que tu as frayé un chemin de l'impossible un peu. Il n'y a que que des murs et tu te c'était très très difficile pour lui, par rapport à sa famille, par rapport à sa femme, pour elle, par rapport à la vie qu'elle est censée mener et qu'elle ne mène à moitié.
Et donc peut-être par rapport à la tendresse du loup, autant c'était, je sais pas, frayer l'image, ou la phrase qui me vient à la tête, c'est frayer l'image, frayer le sentier du marginal. Là, j'ai senti que tu frayais les sentiers de l'impossible, du sentiment impossible, des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne peut pas faire en fait. Hein. Et je trouve ça touchant. Merci. Question متعلقة la construction du personnage féminin. On en voit des exemples dans les fictions de tag, mais tout particulièrement à Sheraz, il y a quand même ce trait narcissique qui est mis en relief, où par rapport aux autres personnages, moi je fais le film هذا, mais les autres personnages féminins dans les fictions de tag, ما نلقاوش un narcissisme quand même بالرelief هذا. Voilà. نحب نعرف علاش l'insistance على النارسيسيزم في شخصية شيراز. Et par rapport au narcissisme, c'est vrai que ce personnage de Shiraz n'était pas du tout comme les autres personnages féminins que j'ai construits. Au fait, je suis parti, à la différence des autres films, c'est que je construisais mes histoires et après j'arrivais. Là, le personnage est devenu de plus en plus narcissique, plus je travaille avec les acteurs, plus je rencontrais des personnages comme ça, quoi. Je n'avais pas conscience de ça avant de commencer. Je pense que ça ne m'aurait pas venu à l'idée tout seul. C'est avec la fréquentation de cette jeunesse tunisienne que j'ai compris des choses qui m'avaient échappé. Comme je disais, moi je faisais ces séries de films pour me réapproprier le territoire et donc les personnes. Et donc dans cette expérience-là, c'était aussi ça. Et le film a tendu de plus en plus en l'écrivant, en faisant la préparation, en travaillant avec les acteurs, en faisant le casting. Quand on fait des castings, moi, quand je fais un casting, c'est vraiment un moment d'écriture pour moi. Parce que les gens viennent, ils me racontent leur histoire. Et je ne peux pas en tenir compte. Parce qu'ils racontent des histoires en fonction de l'histoire que je raconte. Donc du coup, ça m'influence beaucoup. Que ce soit à Fiar Sadib ou dans les autres, dans tout ce que j'ai fait, c'est comme ça. Et là particulièrement parce que moi je n'avais pas accès à toute cette jeunesse tunisienne et sur le rapport au corps, le rapport à l'apparence, le rapport au narcissisme, à la beauté, au truc. Et j'ai découvert ça, et quand on a fait le repérage dans les cabarets, c'est incroyable la réaction des danseuses du ventre, parce que j'ai vu pratiquement toutes les danseuses du ventre à l'époque de Tunisie. Et j'ai bu dans tous les cabarets de Tunis des trucs pour essayer vraiment sentir, quoi. Je l'ai fait un peu faire Al-Sadi, puisqu'il y avait une scène de cabaret, mais c'était vraiment très très peu. Par rapport, ça a duré pendant au moins 3 mois. Hein. J'essayais vraiment de comprendre ce qui se passait, comment une femme danseuse peut avoir cette vie nocturne où elle est belle, comment elle se réveille le matin, qu'est-ce qui se passe, et les voir après, pendant le show et après le show, ou bien avant le show. Et c'est complètement différent. Et ce qui était toujours commun, c'est cette chose, qu'est-ce qu'on regarde de mon corps et comment on le juge. Comment les autres jugent mon corps. Et ça m'a frappé, parce que ça, en France, je ne connaissais pas. Et moi, je suis parti trop jeune pour connaître ça. Donc, et c'est ça qui m'a amené de plus en plus faire ces scènes où elle parle, qu'est-ce que tu aimes en moi, quelle partie de mon corps tu aimes, mon corps il faut le regarder, si tu le regardes trop, il est je sais pas quoi, et tout ça, ce jeu, franchement tout ça m'a été raconté. J'ai une question par rapport au déroulement du tournage. Parce que là c'est un itinéraire, est-ce que c'est le même itinéraire dans le tournage que dans ce qu'on voit? C'est vraiment le seul film dans la continuité que j'ai jamais fait. Et vraiment, on est parti de Bizerte, non, Tunis, Bizerte, et on a été après la route, et je me suis perdu dans la route, et toutes ces histoires où ils se perdent, un truc comme ça, sont rentrés dans le film parce que je me perdais avec eux, parce que j'ai pas de sens d'orientation.
et ils ne me retrouvaient plus et tout ça. À Gênes, par exemple, on tournait sur le rond-point, je ne sais pas combien de fois, j'arrive plus à retrouver l'hôtel. Donc tout ça, et oui, on a vraiment un accompagnement, enfin, comment dire, enfin, comme une autopsie, enfin, comme un truc, mais vraiment on suit. Et il n'y a rien qui a été tourné dans le désordre dans ce film. C'est le seul que... Moi j'ai comme l'impression que c'est un film qui raconte aussi son histoire. C'est pour ça que je t'ai posé la question. J'ai quand même l'impression qu'il y a dans le film, dans la fiction, un documentaire sur le film. Bon, il y a l'aspect documentaire, et il y a la fiction qui intègre le documentaire, et il y a un documentaire sur la fiction. C'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, oui, c'est... Mais c'est vrai que c'est... Moi, quand je me suis... Après, quand je suis arrivé au montage, c'est là où j'ai réalisé, en fait, que je l'ai fait comme un peu... En fait, j'ai fait ce film presque en apnée. J'ai cette sensation d'avoir disparu un moment dans ce film. J'ai jamais eu cette sensation, un peu peut-être avec Bidon 3. Et je suis rentré comme ça en apnée, et puis après je me réveille à la fin, et j'ai une matière, et il faut que je la fasse exister, et je découvre que, voilà, tout ce qui... On annonce donc le programme de demain, à 15h, donc un court-métrage, Marchandage nocturne, Horma, et à 18h, Bidon 3 Bidon 3 qui est un film absolument inédit lui aussi, qui va passer en avant-première demain dans la grande salle, la salle de 350 places.